Allumons-le. Précédemment sur Veritasium, nous avons appris comment Hans Goldschmidt a découvert que l'oxyde métallique comme la rouille peut réagir avec de la poudre d'aluminium pour produire du métal liquide pur. Ce type de réaction est appelé réaction thermite. Wow. Ouais. C'est fou. À l'origine, la thermite était utilisée pour réparer des machines lourdes dans des lieux isolés. Son utilisation beaucoup plus courante, celle où elle est largement employée aujourd'hui, a nécessité un peu plus de conviction. Il y a un son que tout le monde associe au chemin de fer. C'est le bruit des roues de train passant sur la jonction entre un rail et le suivant. Au premier jour des chemins de fer, les aciéries produisaient des rails d'environ 12 mètres de long. Les éléments étaient ensuite boulonnés ensemble sur le terrain avec des plaques de jonction. Cela créerait ces petits espaces entre les morceaux de rail et provoquerait ce genre de son signature. Ce tatak-tatak, n'est-ce pas? Et tout le monde qui pense au chemin de fer pense à ce tatak-tatak, tatak-tatak. Même si nous n'entendons plus cela. Mais nous l'imaginons toujours parce que c'était si caractéristique du bruit de voyager en train. La voie se déformait, ce qui faisait osciller et rouler le train. Et cela augmentait également l'usure des roues et créait des vibrations dans les rails. Il nécessitait donc un entretien fréquent. Donc, on pourrait s'attendre qu'après l'invention du thermite, les chemins de fer aient été ravis de souder leurs rails ensemble avec du métal liquide. Mais ce n'était pas le cas. Il n'aurait jamais eu l'idée de les souder. S'il était venu voir un directeur de chemin de fer et lui avait dit « Je suis le docteur Hans Goldschmidt. J'ai un procédé par lequel je peux souder vos pouces ensemble pour ces directeurs de chemin de fer », cela aurait semblé plus utile que ce qu'il a réellement proposé qui était de souder leurs rails. Voyez, les écarts entre les rails étaient considérés comme essentiels car les chemins de fer sont exposés aux éléments toute l'année. Ils se rétractent en hiver sous le froid et se dilatent en été sous la chaleur. Une augmentation de 40 degrés Celsius ferait grandir une longueur de rail de 12 mètres de 6 mm. Sans espace dans le rail, on s'attendait à ce que des kilomètres de voies ferrées se dilatent et se déforment, menant au pire scénario possible. Des déraillements de train. Donc, si quelqu'un proposait qu'il allait simplement connecter tous les rails ensemble, ce serait une terrible idée. Une terrible idée. Plus le rail et l'écart sont longs, plus le problème est important. Quelqu'un suggère maintenant qu'il est possible de créer un rail infini. Cela ne fait que créer un problème sans fin. Les premiers qui étaient réellement prêts à discuter de cela étaient les rails de tramway. Les rails de tramway sont intégrés dans les rues des villes. Le rail de tramway étant bien plus petit, les forces en jeu sont considérablement réduites. Donc, les rails de tramway étaient les premiers à s'intéresser à comment nous pourrions nous débarrasser de ce tatak-tatak. C'est un peu ennuyeux, au milieu de la rue, vous savez. C'était la première tentative, je pense à Essen d'abord, puis dans d'autres villes. Dans cette vidéo, j'ai eu la chance de souder 2 rails ensemble avec du thermite. Et je vais vous guider à travers les 8 étapes du processus. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Bon sang, c'est difficile. Puis, nous comparerons cela avec la méthode des professionnels. Toutes les expériences ont été menées sous supervision professionnelle avec les précautions de sécurité adéquates. D'accord, nous sommes ici dans la campagne allemande et ce soir, ils vont souder ce rail. Ils vont faire environ 150 soudures ce soir. Lorsque vous soudez du rail pour de vrai, vous voulez le faire à la température neutre du rail. C'est une température prédéfinie à laquelle le rail ne devrait avoir aucun stress. Et c'est la température à laquelle ce morceau de voie que vous soudez est censé avoir 0 tension. Lorsqu'il fait plus froid, il y aura une tension négative et inversement, une tension positive quand il fait plus chaud. Et comme nous tournions en Allemagne en été, ils soudent la nuit après que le rail est refroidi. Initialement, lorsque les rails sont posés, ils sont placés de manière à se toucher et la première étape de la soudure des rails consiste donc à créer un espace dans lequel nous verserons l'acier thermite liquide.
Il faut donc couper environ 2,5 cm à l'extrémité d'un rail. Cela peut être fait avec une scie circulaire. Faisons ça. Un trail. Sur le terrain, ils ont coupé cet écart avec une torche. C'est bien. J'ai juste besoin d'une petite pause. Oh, c'est vraiment épuisant. L'étape suivante est d'aligner le rail pour que la soudure crée une connexion parfaite. Les deux rails doivent être légèrement inclinés vers le haut en direction de l'écart. C'est parce que lorsque l'acier de thermite liquide est versé, il se contractera en refroidissant, ce qui crée une force de traction vers l'intérieur. Mais cette force ne sera pas la même partout. Comme il y a plus de métal en haut, il y a plus de force qui tire le rail ensemble ici. C'est donc pour cela que les rails doivent être inclinés vers le haut, afin qu'après la contraction de l'acier liquide, les rails soient parfaitement plats. Maintenant, je prends l'une des cales et je la place un peu sous le rail, comme ça ou comme ça de côté. Ouais, c'est bien. Il en va de même pour l'autre côté. On vérifie qu'il n'y a pas d'écart pour le moment. Nous avons besoin de 2.4 à 3.6 ici. Tapez dessus. Mais maintenant, ce rail est beaucoup plus haut que celui-ci et nous voulons avoir les deux à la même hauteur. Cela signifie maintenant que nous devons frapper ce coin. Nous faisons cela jusqu'à ce que nous ayons la bonne hauteur. En plus de l'alignement vertical, les rails doivent également être alignés horizontalement. Nous regardons ici. Il y a un grand écart entre le bord droit et les rails. Il y a un écart là. Et nous avons besoin de monter plus de ce côté. Ouais. Et c'est un processus frustrant car essayer de les aligner horizontalement perturbe l'alignement vertical et vice-versa. Je suis assez chanceux d'avoir reçu de l'aide, sinon j'aurais passé des heures ici. Lorsque nous avons enfin terminé cela, nous avons vérifié 2 fois l'alignement en haut et en bas du rail. Et nous avons fait une découverte terrifiante. Notre rail est tordu. Même si les deux rails étaient alignés en haut, l'un des rails était légèrement tordu par rapport à l'autre, ce que vous pouvez voir car il ne s'aligne pas au pied. Ici, la tolérance maximale autorisée est de 2 mm. Oui, ici, nous avons plus de 2 mm, donc nous devons détordre le rail. Cela a déréglé l'alignement vertical et horizontal, nous obligeant à tout refaire. On se rapproche. Un petit peu plus. Mais sur le terrain, les gars alignent le rail si rapidement et facilement, c'est vraiment un art. Mais nous pouvons à présent ajuster le dispositif de serrage. Cela maintiendra le moule et le chalumeau de préchauffage en place. Le chalumeau de préchauffage se placera ici et nous maintiendrons les moules en place avec leurs bras ici. Ensuite, nous allons aligner le brûleur. C'est crucial d'aligner correctement la torche pour chauffer uniformément les 2 côtés du rail. Je pense que ça a l'air plutôt bien, mais peut-être un peu de ce côté, peut-être qu'il pourrait aller juste un peu plus. Il y a un moule et le bouchon pour vous. Ensuite, nous mettrons les moules à l'intérieur des fers moulés, les attacherons aux pinces et alignerons les 2 côtés. Il est essentiel de rendre le joint étanche à l'eau, car l'acier liquide est aussi liquide que l'eau, mais presque 8 fois plus dense. Donc, si le scellage est inadéquat, l'acier se répandrait. Ça a l'air plutôt bien, je l'espère bien. Je ne m'attendais pas à ce que nous réussissions aussi bien dès notre première tentative, après seulement les difficultés à aligner les rails. Aligner les rails était l'une des parties les plus difficiles au début. C'est de la folie. C'est du sable, comme celui de la plage. Non, il contient une plus grande quantité d'argile à l'intérieur. Il se maintient en place et scelle. Je vais sceller ce côté. Vous pouvez sceller ce côté maintenant. Je commence à sceller à la main et je vais le compacter avec cet appareil d'amortissement. Et pour s'assurer qu'aucun métal liquide ne peut se renverser, nous ajoutons du sable supplémentaire partout sur les côtés afin qu'il n'y ait absolument aucun espace.
Puis vient le moment de l'une des étapes les plus cruciales, préchauffer le rail. Mettez-le en place, serrez la vis, puis ouvrez la valve. Nous avons aussi préparé une démo derrière une vitre pour observer le processus de soudage, préchauffage inclus. Le préchauffage est crucial pour diverses raisons. Premièrement, il élimine toute humidité et autres volatiles dans le moule qui créeraient des bulles lorsque l'acier fondu est versé. Deuxièmement, il rend les deux extrémités du rail vraiment chaudes, ce qui est crucial car le taux de transfert de chaleur dépend de la différence de température entre deux matériaux. Si nous versions de l'acier liquide entre deux rails à température ambiante, l'acier liquide se refroidirait rapidement et c'est un problème. Nous allons chauffer 2 morceaux de rail et nous allons en refroidir un très rapidement dans l'eau et l'autre, nous allons le refroidir dans le sable très lentement, juste pour montrer comment la dureté augmente en fonction du temps de refroidissement. Et maintenant, tu essaies de le casser. Difficile à plier en fait. Ouais, c'est difficile à plier. C'est celui qui était dans l'eau et on l'a refroidi très rapidement. Et c'est ainsi qu'on le casse. Et maintenant, vous voyez comment la structure de l'acier a changé. Il se casse très facilement. C'est parce que, lorsque l'acier refroidit rapidement, les atomes de carbone se retrouvent piégés dans le réseau, créant cette microstructure en forme d'aiguille. Cela forme un acier appelé martensite. La martensite est vraiment dure, mais aussi fragile, car le réseau ne peut plus absorber d'énergie sans se fracturer. Maintenant, nous pouvons regarder l'horloge. Ouais. Nous avons 1 minute et demie avant son retrait à nouveau. D'accord ? La prochaine étape consiste à allumer le thermite, et il est important de le faire juste après avoir éteint le préchauffage. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, j'ai mis le bouchon dans le moule, puis le seau de thermite dessus, et ensuite, je l'ai allumé. Oh mon Dieu, non! Wow. Donc la réaction de thermite a lieu à l'intérieur. Nous formons de l'acier fondu et aussi de l'oxyde d'aluminium fondu. Toutes ces démonstrations sont incroyablement difficiles à filmer car elles vont être de plusieurs ordres de grandeur plus lumineuses que la scène normale. Donc, obtenir une exposition est un grand défi. Cela me rappelle que la puissance rayonnée par quelque chose thermiquement est proportionnelle à la température à la puissance 4. De légères hausses de température entraînent donc d'énormes augmentations de puissance. Dans la vidéo précédente, nous avons montré ce qui se passait dans le creuset à travers le verre. L'acier liquide et l'oxyde d'aluminium liquide se forment, se séparent, puis l'acier liquide tombe par le bas. Eh bien, ici nous pouvons voir cet acier liquide tomber dans le moule. Donc, l'acier liquide arrive en premier et il descend jusqu'au fond. Puis, le scorie commence à sortir. Mais comme l'oxyde d'aluminium a une densité plus faible que l'acier, il va simplement flotter à la surface et sortir par les côtés dans les bacs à scorie. Cela garantit donc que nous n'obtenons aucun scorie mélangé avec l'acier liquide. C'est tellement génial. C'est tout simplement spectaculaire. Wow! Wow! C'est génial! Et maintenant, nous attendons.
Nous avons besoin que l'acier refroidisse suffisamment longtemps pour qu'il soit solide, mais pas trop longtemps pour que l'excès d'acier et de scorie soit difficile à enlever. Il faut bien calculer le temps. Qu'est-ce qu'il pense? Vous me dites que ce n'est plus liquide, je vous crois. 2 minutes se sont écoulées. Alors, attendons encore 30 secondes. Une fois ce temps écoulé, il est alors temps de nettoyer essentiellement cette soudure. Nous pouvons donc retirer les bagues de scorie et les faire mouler. Nous cassons le haut de ce moule. Il s'agit de moules jetables détruits lors du processus. Maintenant, mettez ceci de côté, près des bacs à scorie. Ensuite, nous avons utilisé une cisaille de soudage qui peut créer jusqu'à 20 tonnes de force pour couper l'acier en excès du haut de la soudure. Et une fois que c'est fait, nous avons martelé les parties excédentaires restantes. C'est amusant en fait, j'aime cette étape. Ensuite, il faut meuler la soudure pour qu'elle soit parfaitement au niveau du rail. Évidemment, vous ne voulez ni bosse ni creux lorsque le train passe sur les rails. C'est pourquoi l'étape de meulage est cruciale. Nous mettons donc en marche la machine à meuler et meulons jusqu'à ce qu'il ne reste au maximum qu'1 millimètre de matériau. Et nous essayons de meuler uniquement sur le dessus de la soudure. Ouais. C'est normalement réalisé en 2 phases. D'abord, il y a un ponçage grossier, puis un ponçage plus fin est appliqué plus tard. Nous n'avons poncé que la surface supérieure. Nous n'avons pas poncé le flanc. Ensuite, vous devez abaisser l'appareil de ponçage et tout maintenir de sorte que ce soit encore plus lourd que la partie que nous avons faite auparavant. C'est du ponçage grossier juste là. Je transpire. C'est comme un entraînement sérieux. Les gars sur le terrain étaient évidemment beaucoup plus doués pour meuler le rail que moi. Ils avançaient donc, laissant derrière eux une section du rail encore incandescent. Des millions de personnes regarderont probablement cette vidéo. Quelle est la probabilité qu'ils aient roulé sur l'une de vos soudures aux termites? Ils le feront. 100%? 100%. N'importe où dans le monde, Bien sûr, il y a des pays où nous ne sommes pas. les leaders du marché. Mais au final, ils chevaucheront par-dessus nos soudures. Nous allons simplement le couper, puis l'apporter au labo de métallurgie. C'est lourd! C'est ma soudure, ma première soudure aux termites. Mec, c'est chaud. C'est ce que tu as fait hier. Nous pouvons maintenant le mettre dans l'acide. Que fait l'acide à la surface? L'acide attaque l'acier. Mais parce que l'orientation des cristaux à l'intérieur de l'acier n'est pas la même, l'acide ne l'attaque pas de la même manière partout. Et parce que c'est différent, vous pouvez voir différentes structures. Vous pouvez voir de fines structures dans le rail, dans la zone affectée par la chaleur et dans, disons, la zone de fusion. Puis-je le toucher? Oui, vous ne pouvez pas vraiment le sentir. C'est une base microscopique. Oui. Tu ne peux pas le sentir. C'est intéressant, tu ne peux que le voir. Ouais. Et c'est une ligne très fine. Vous pouvez même voir les différentes structures des cristaux. En soudure, on distingue 3 zones distinctes. Le rail normal est de chaque côté avec un grain horizontal en raison de la façon dont il a été roulé à l'acierie. Au milieu se trouve l'acier termite. Vous pouvez encore voir un peu de grain horizontal, mais ici, il ne provient pas de l'acier laminé puisque cela vient de se solidifier à partir du liquide. Plutôt, il s'est formé à partir du front de solidification allant des côtés vers le centre. Et lorsque les cristaux des 2 côtés se rencontrent, cela crée de minuscules pores microscopiques, ce qui donne cette ligne plus sombre au centre. Maintenant, la limite de l'acier termite n'est pas nette, et c'est parce que lorsque l'acier liquide se déverse, il fait réellement fondre une partie du rail. Cela l'aide à former un lien fort.
Une bonne soudure serait suffisante, avec juste une couche d'atomes fusionnés, mais nous utilisons le processus sur un chantier de construction, et sur le chantier, tout n'est pas aussi bien géré que dans un laboratoire. L'écart varie, nous avons donc besoin d'une solution robuste avec des fonctionnalités sur les chantiers. En Allemagne, la réglementation exige la fusion d'environ 3 mm de chaque rail. La zone finale se situe entre le rail normal et l'acier thermite. L'acier n'a pas fondu, mais la chaleur a suffi pour changer la structure cristalline, entraînant une structure de grain plus petite. Cette zone est appelée zone affectée par la chaleur. Si vous mesurez la dureté à travers la soudure, cette zone est en fait la plus faible, à la fois en termes de dureté et de rendement, la quantité de force nécessaire pour déformer de manière permanente l'acier. Donc, si une soudure se rompt, c'est presque toujours ici. C'est une ligne que vous pourriez voir sur cette macrogravure? Thermite? Oui. C'est une ligne de fusion. Ici, les joints de rail ne sont pas affectés par la chaleur. Donc la structure est modifiée par chauffage, puis recristallisation de l'acier. Je suppose que la question ici est à quel point un rail soudé est-il solide? Eh bien, chez Goldschmidt, ils prennent en fait des sections de rail qu'ils ont soudées et les testent jusqu'à la défaillance. Tous les 200, principalement. Nous créons un soudage test et nous l'analysons en termes de chimie, nous l'analysons en termes de dureté et nous analysons la flexion. C'est la presse à plier. Ils mettent ça dedans, n'est-ce pas? Et ensuite, la force vient du haut et descend et ça le casse. Et nous mesurons la vitesse et aussi la force. Il semble se courber légèrement. Nous chargeons donc cette soudure et la plions jusqu'à sa rupture. Vous voyez cette courbe bouger? Nous voulons voir combien de force il faut pour la casser et exactement où se produit cette rupture. 140 tonnes. Ça dévie vraiment maintenant. Oui. 150 tonnes. Oh, c'était cool. Je m'attendais à une simple fissure, mais c'était un échec total. Plus de 150 tonnes. Nous pensons donc que la fissure s'est propagée de bas en haut parce qu'elle est poussée vers le bas, comme ça. Donc c'est sous beaucoup de tension. Donc il se brise sous tension? Ici en bas, ça se déchire comme ça. Ainsi, il ne se brise pas au milieu de la soudure. Vous dites que cette zone à côté, qui est un matériau de rail précédent qui a été chauffé lors de la soudure, est en réalité plus faible. Oui. Chaque année, environ 2 millions de soudures sont réalisées à l'aide de thermite, dont près de la moitié utilise la thermite de Goldschmidt. Maintenant, chaque soudure crée environ 2,5 cm de rail. Donc, au total, cela représente 50 km de voies ferrées créées chaque année à partir d'acier liquide. Vous avez un processus très exigeant et vous devez vous assurer qu'il y a certaines propriétés en ce qui concerne la flexion, la tension, la dureté. C'est un processus qui doit être en quelque sorte répliqué chaque fois, 1 million de fois par an. Alors, avec tous ces rails soudés en continu à travers le monde, pourquoi ne se déforment-ils pas en été lorsqu'ils chauffent? Eh bien, c'est parce qu'il y a une autre façon de changer la longueur du rail. D'accord, imaginez un morceau de rail. Si nous utilisons une machine puissante pour le pousser des deux côtés, il se raccourcira légèrement. D'autre part, si nous tirons sur le rail, il s'allongera. Vous pouvez donc utiliser la contrainte mécanique pour changer la longueur du rail. Le changement fractionnaire de longueur est appelé déformation. Et si vous tracez la relation entre la contrainte et la déformation, vous constatez qu'elle a une relation linéaire, du moins avec la déformation élastique. Tant que les contraintes appliquées ne sont pas trop grandes, le rail reviendra à sa longueur d'origine lorsque la contrainte est supprimée, et c'est essentiel, car tant que nous faisons cela, nous avons deux façons de changer la longueur thermique et mécanique, et nous pouvons utiliser l'une pour compenser l'autre lorsque le rail veut thermiquement se dilater. Nous pouvons utiliser des forces mécaniques pour le comprimer, c'est à cela que servent les traverses et le ballast. Les traverses fixent le rail et le ballast verrouille les traverses en place. Donc, lorsque la température augmente, le rail ne s'allonge pas. Au lieu de cela, la contrainte dans le rail, la contrainte de compression augmente et le rail se dilate simplement vers le haut et les côtés qui ne sont pas contraints.
Il est également intéressant de noter que les chemins de fer utilisent généralement une température neutre, aussi élevée que possible, car un rail qui rétrécit trop en hiver et se fissure sous tension est moins problématique qu'un rail qui se dilate trop en été et se déforme donc. La détection des rails fissurés est plus aisée par mesure de conductivité que celle des rails fléchis. Ainsi, l'expansion et la contraction thermique sont contrebalancées par la tension mécanique. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de joints de dilatation dans les chemins de fer. Cela permet au train d'aller plus vite avec moins de bosses et de vibrations et beaucoup moins d'entretien. Grady de Practical Engineering a réalisé une excellente vidéo complète sur ce sujet. Je la recommande. Jusqu'à présent, nous avons vu du thermite dans des conditions normales. Wow! Des conditions qui sont soigneusement réglées pour protéger le termite de son environnement. Mais dans le prochain épisode sur le termite, nous verrons ce qui arrive quand les choses tournent mal. Et nous apprendrons comment travailler avec le termite dans ces conditions. Alors, croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la 3e partie. Mes mains tremblent. Assurez-vous d'être abonné pour être averti lorsque cette vidéo sortira.